La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Alors ça y est, vous êtes tous rassasiés. J'espère que vous avez bien mangé pour Noël, que vous êtes goinfrés de chapons, d'huîtres, de châtaignes, de bûches évidemment. En tout cas, voilà, cette année 2020 se termine. Je pense qu'on est tous un peu contents que ça se termine. Mais mine de rien, cette année, c'était la création, la naissance de l'envers du dessert. Donc pour nous, c'est une année qui aura été marquante. Merci à tous de nous avoir suivis. Et du coup, on va quand même terminer l'année en beauté. Déjà, il faut qu'on vous dise, ce n'est que le début, c'est la fin de l'année 2020, mais EDD, ça ne fait que commencer. Et pour terminer l'année en beauté, on retrouve aujourd'hui Hugues Pouget. Hugues Pouget, après avoir été champion de France du dessert, est surtout le cofondateur et le chef pâtissier de Hugo et Victor. Alors en fait, notre discussion avec Hugues a été vraiment passionnante et du coup, elle fera l'objet de 2 épisodes. Avec l'épisode du jour, on se retrouve avec son parcours, donc vous verrez, il se souvient dans les moindres détails et c'est très très intéressant. Et également ses créations de fin d'année et début d'année même. Ouais, c'est ça, parce qu'on évoque également les galettes qui arrivent. Donc voilà, on vous laisse écouter et nous on vous retrouve en fin d'épisode. Je dois juste dire que dans la deuxième partie de l'épisode, la clim s'est allumée, donc ça fait un petit bruit d'arrière-fond, mais je pense que vous pourrez entendre quand même et que ça continuera d'être intéressant. C'était important de le préciser. Non mais c'est vrai. Bonne Allez, écoute. Bonne écoute. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on est à la Selle Saint-Cloud, dans les ateliers de chez Hugo et Victor. On est en pleine période de Noël, donc il y a de l'activité, clairement. Mais bon, c'est aussi une belle période pour la pâtisserie. Commençons par... on va te laisser te présenter. Hugues Pouget, du coup. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a amené là, un peu ton parcours, et quelle a été l'initiative de Hugo et Victor? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Très bien. Pour commencer. Donc, pour me présenter déjà, je m'appelle Hugues Pouget, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu travailler dans le monde de la gastronomie, de la restauration, dans le monde du food. Donc, tout naturellement, je suis rentré à l'école hôtelière à l'âge de 14 ans. Et pourtant, ni de loin ni de près, dans ma famille, il y avait des gens dans le food. Enfin, il y avait personne dans le food et personne n'était entrepreneur. Donc je suis un peu l'extraterrestre de la famille. Donc je rentre à l'école hôtelière à Marseille à 14 ans. J'en sors, je fais un bac technique hôtelier, un BTS en gestion hôtelière. Et à travers ces années, je passe aussi mes diverses CAP de pâtissier et de cuisinier. Et en fait, donc je fais plein de stages à l'école hôtelière dans des belles maisons déjà, dans des relais châteaux, dans des petits restaurants gastronomiques locaux, parce que je suis originaire du sud de la France, de Hyères. Je suis né à Aix-en-Provence et d'ailleurs pour la petite anecdote, je suis né exactement à Puricard, ville assez célèbre pour ses chocolats. Il y a une marque de chocolat qui s'appelle Puricard, près d'Aix. Ok. Et voilà, c'est l'anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez les chocolats de Puricard, mais en tout cas dans le sud, ils sont célèbres. Nous pas encore. Pas encore. Il y a des boutiques à Paris, Ah, génial. Mais on est toujours avides de découvertes, par contre. Voilà, donc je suis né en 1977 à Puricard. Et j'ai grandi donc dans le sud de la France. J'ai grandi à Hyères. J'ai fait l'école hôtelière de Marseille et mes premiers stages étaient sur la Côte d'Azur. Okay. La première maison que je fais, je commence ma vie active le 2 avril 1996 au Carlton à Cannes, dans un restaurant qui s'appelait La Belle Otero, qui avait 2 étoiles au guide Michelin. J'y reste 2 ans. Puis après, je me dirige vers un travail de boutique. Donc je travaille dans un relais dessert qui s'appelle Mathiasi, à Lacros, c'est près de chez Toulon. Et après, j'arrive à Paris en février 99 et je commence chez La Durée pendant une petite année. C'était juste après le départ de Pierre Hermé. C'était dirigé par Philippe Andrieux à l'époque. Et c'était très intéressant, passionnant. J'étais au Tour. Donc voilà, pendant des mois et des mois, j'ai roulé des croissants et des pains au chocolat. C'est formateur. C'est formateur. C'est ce que je dis aux jeunes. Il faut de la répétition pour parfaire son geste. Et après, j'avais laissé mon CV au Bristol en arrivant. Et en fait, j'ai été appelé par Gilles Marchal. Et à l'époque, c'était la nouvelle équipe qui se formait autour d'Éric Fréchon, Gilles Marchal. Donc à l'automne 99. Donc je suis resté
pas longtemps chez La Durée, mais on me proposait un challenge tellement passionnant avec cette nouvelle équipe, cette nouvelle dynamique. Et à l'époque, au Bristol, donc Gilles Marchal était le chef pâtissier, Fabrice Le Bourda était sous-chef, il y avait Claire Damon qui était dans mon équipe, il y avait Jean-Marie Hiblot dans mon équipe qui est aujourd'hui le chef exécutif de Ducasse, il y avait Sébastien Bauer. Voilà, donc on était une belle brochette de pâtissiers. Voilà. Donc je reste 2 ans à Bristol. Après, je fais un court passage au Taïwan en tant que sous-chef. Après, on me propose un joli projet à l'âge de 23 ans d'être chef dans un restaurant qui s'ouvrait dans le 1er arrondissement qui s'appelait Il Palazzo. Et c'est là où la presse a commencé à parler de mon travail, les clients ont commencé à parler de mon travail. Et un jour, au bout d'1 an, le téléphone sonne. Et c'était Guy Savoie qui m'appelait pour me proposer de prendre le poste de chef pâtissier dans son 3 étoiles en juin 2002. Rien que ça, donc à 25 ans. Ouais, 25 ans. À 25 ans, Guy Savoie m'appelle. En fait, c'était une cliente qui a soufflé mon nom à Guy Savoie. D'accord. Elle s'appelait Roxane de Buisson, qui est malheureusement décédée depuis. Et en fait, c'était une année particulière, puisqu'en 2003, Guy Savoie obtient sa 3e étoile, sachant qu'il a attendu 17 ans entre la 2e et la 3e étoile. Et en fait, donc Guy Savoie m'appelle, c'était un mardi. Ça, c'est dont on se souvient. Oui, un mardi à 11h, on m'appelle. Et puis à l'époque, j'avais pas de pâtisserie, j'étais seul, j'avais un plan de travail dans une cuisine. Et le téléphone sonne en cuisine, et puis on me dit Hugues, un appel pour toi. Je dis bon, qui m'appelle, c'est bizarre. Je suis au travail. Et puis on me dit, et puis je décroche, et puis j'entends pas le début de la conversation. Donc la personne se présente, je n'entends pas, et puis on me dit est-ce que vous cherchez du travail? Il me dit j'ai un poste à vous proposer. Je dis oui, mais c'est qui, pardon? Il me dit Guy Savoie. Je fais, ah là, oui, d'accord, très bien. okay. Donc c'était juin 2002, il venait d'avoir la 3e étoile en mars 2002, et en fait il me propose de remplacer son chef pâtissier historique qui était resté, je sais plus de mémoire, 15 ou 17 ans. Et en fait, donc je dis ok, et j'ai eu un rendez-vous après le service le soir à 23h. Et en fait, toute la journée, pour moi, il allait pas me proposer le poste du 3 étoiles. Il y avait Guy Savoie a plein de restaurants, plein de bistrots. Et je me dis, il va me proposer un poste dans un bistrot. Et je dis, mais dans ma tête, je commence à réfléchir. Je dis, écoute, j'ai pas envie d'aller dans un bistrot, même si c'est un bistrot de Guy Savoie. Et en fait, j'arrive le mardi soir en question, à 23h après le service. Je me retrouve en tête à tête avec Guy Savoie dans un petit salon. Et il me dit, bon, écoutez, les clients, ils parlent de vos desserts. Et il dit, c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. Et il me dit, écoutez, vous êtes jeune, est-ce que ça vous dirait de travailler pour moi pour prendre le poste de chef pâtissier? Alors du coup, évidemment, j'avais des étoiles dans les yeux, mais à 25 ans, c'est un challenge. Il faut être un petit peu inconscient pour y aller. Ouais, il faut surtout avoir après le chef pâtissier qui est resté 15 ans. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, qui avait été chef champion de France des desserts, c'était Philippe Chapon. Et du coup, on discute pendant 2 heures. C'était d'ailleurs très agréable. Et Guy Savoie me dit, écoutez, vous réfléchissez de votre côté, je réfléchis du mien, on se revoit vendredi. Où on se rappelle. Il me rappelle le jeudi, il me confirme le rendez-vous, et le vendredi soir, il me dit écoutez, si vous êtes d'accord, je suis d'accord. Donc du coup, j'étais d'accord, et on dit pas trop non. Et du coup, à 25 ans, donc je me retrouve chef pâtissier de chez Guy Savoie. Voilà, rien que ça. Voilà, c'était pas mal. Et du coup, la première année, c'était une année très dense, et parce qu'en fait, j'arrive chez Guy Savoie à un moment très particulier, parce que Guy Savoie vient d'avoir 3 étoiles. En 2002, c'est le seul chef qui a 3 étoiles. Donc il y avait vraiment une euphorie, le téléphone faisait que sonner, il y avait une vraie actualité, on faisait beaucoup de dîners à l'extérieur. Guy Savoie était sollicité vraiment énormément, et donc du coup moi j'étais dans ce sillon là, et derrière j'ai participé à l'ouverture du Chez Bertha, l'ouverture de plein de restaurants, et en fait entre temps je demande à Guy Savoie, donc j'arrive en juin 2002, et en septembre 2002 je demande à Guy Savoie si je peux participer au championnat de France des desserts. Il me dit oui, pas de problème. C'était un matin, et puis le soir il vient me voir, il me dit au fait il n'y a pas de problème, vous pouvez faire le concours, par contre il n'y a qu'une seule solution pour le résultat. Donc, voilà, pas trop de pression. Donc pas trop de pression. Je dis ok. Et après il m'a plus du tout embêté. Vraiment il a été très gentleman. J'ai pas eu de pression du tout. Enfin, il est jamais venu me voir. Alors vos essais, ça avance et tout. On en est où? Vraiment aucune question. Rien, absolument rien. Et en fait, c'est pire que si quelqu'un vous disiez tous les jours alors c'est bon, c'est pas bon, etc. Et juste pour l'anecdote, j'arrivais pas à faire ma création. Ma création ne sortait pas, enfin, j'étais pas satisfait. Okay. Je faisais des essais, j'étais pas satisfait. J'arrivais pas. Est-ce qu'on peut juste rappeler pour nos auditeurs les modalités du concours? En fait, les modalités du concours, c'est envoyer une fiche technique. Ouais. On est sélectionné sur fiche technique. Après, il y a on appelle ça des demi-finales régionales. Donc la France est divisée en 10.
Et en fait, il y a 10 régions avec 10 candidats sélectionnés sur fiche technique. Et en fait, il y a un candidat qui est sélectionné par région. Et après, il y a une finale nationale avec 10 candidats. D'accord. Et en fait, quand vous êtes à Paris, la demi-finale, elle est un peu plus compliquée qu'au fin fond du Périgord. Parce Il y a un peu plus de concurrence. Il y a un peu plus de concurrence. Et en fait, j'arrivais pas à sortir ma fiche technique. Je fais une petite parenthèse sur le concours. Et vraiment, ça sortait pas. Je me disais, merde, c'est pas que j'avais pas d'inspiration, mais j'étais pas satisfait. Et en fait, entre-temps, je sors la carte de dessert de Guy Savoie. Enfin, je fais mon travail du quotidien. Et en fait, je mets au point un dessert assez simple. C'était une tarte chocolat très très simple. C'était une ganache à la fève tonka sur base de Jean Dujardin avec un sorbet au cacao. Vraiment très simple dans l'assiette. Le palais de chocolat, la quenelle de sorbet, vraiment très simple, très sobre, etc. Et on râpait au dernier moment un peu de fève de tonka sur le dessert. Très simple, mais sur le papier, très gourmand. Oui, très gourmand, mais vraiment, c'était pas un dessert très technique, très compliqué, vraiment. Et en fait, Donc il faut que ce soit parfait. Ouais, C'est simple. absolument. Et en fait, le dessert sort à la carte. Donc, et en fait, de suite, les clients l'adorent. Vraiment, de suite, le dessert trouve son public. Et en fait, je me suis dit, je tiens mon dessert. Mais en fait, j'avais un problème de pâtissier, parce que vous savez, quand on est pâtissier, on aime bien la technique, et surtout quand on fait des concours, On a envie d'en montrer. On a envie d'en C'est montrer, ça. etc. Et en fait, tout le monde adorait le dessert. Tous les clients en redemandaient. Guy Savoie trouvait ça génial et tout. Et du coup, je décide de présenter ce dessert. Et c'est vrai que le concours était sur 3 heures, mais moi, je faisais le dessert en 1 heure. Il faut oser en aussi, fait, ça. je me dis, tant pis, quand c'est bon, c'est bon. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, demi-finale, on doit présenter, je crois que c'est une vingtaine d'assiettes sur le dessert sélectionné. Et donc, du coup, moi, j'avais le temps de m'appliquer sur la technique, m'appliquer sur l'hygiène et tout, puisque on est noté sur tout. La technique, l'hygiène et tout. Et donc, du coup, évidemment, j'étais à l'heure, etc. Donc, du coup, je passe les sélections régionales. Je suis sélectionné en finale. Et en finale, pour moi, c'était une belle finale, parce que la finale était à Paris, au lycée hôtelier Jean Drouan. Et le président du jury, c'était Pierre Hermé. Cette année-là, donc c'était une belle. C'est Pierre Hermé, le président du jury. Ouais. Et dans les membres du jury, il y avait Frédéric Beau, Michel Hack, une belle brochette de confrères qui s'y connaissent un peu en pâtisserie. Et on avait un panier surprise à faire. Et en fait, j'ai gagné. D'accord, voilà. J'ai été lauréat. En Voilà, 2003, c'est ça? En 2003, en mars 2003, j'ai trouvé ça génial parce que, je venais d'arriver chez Guy Savoie, j'avais pas un an de Guy Savoie, je gagne le concours et ça m'a permis de faire mes armes, etc. Et en fait, jour pour jour, 1 an après que je sois arrivé chez Guy Savoie me convoque et moi j'avais le trouillomètre à 0 parce qu'il m'avait jamais convoqué entre guillemets. Et puis il me demande si je vais bien, si ça se passe bien. Je dis oui. Et puis je me dis qu'est-ce qui va se passer quoi. J'ai fait une bêtise, je vais me faire virer, etc. Et puis il me dit comme ça a l'air de bien se passer, il me dit on va se mettre à travailler. Je me dis merde, je pensais être au taquet déjà. Je pensais être au taquet totalement. Et puis il me dit voilà, vous vous occupez du restaurant 3 étoiles depuis 1 an. Il me dit à partir d'aujourd'hui vous allez vous occuper de tous les restaurants Ah bah dis pour donc. faire les cartes sucrées. Chef exécutif. D'accord. C'est ça. Et donc du coup il me demande d'embaucher 2-3 personnes en plus pour que moi je sois un peu moins dans l'opérationnel et d'écrire les cartes des restaurants. Et surtout il y avait plein de projets en fait. Il y avait l'ouverture du Chiberta, l'ouverture de Maître Albert, il y avait Las Vegas aussi. Et du coup plus plein de photos pour des magazines, le livre de Guy Savoie, etc. Donc vraiment j'étais le bras droit sucré de Guy Savoie si je puis dire. Et donc je fais ça pendant quelques années jusqu'en courant 2007. Et en fait, jusqu'à l'ouverture j'allais à Las Vegas pendant 6 mois, 4 mois exactement, pardon. Pendant 4 mois, j'ai vécu à Las Vegas pour ouvrir le restaurant de Guy Savoie. Donc c'était une belle expérience parce que on partait de rien, il fallait tout faire, quoi. Donc c'était génial. Et puis le challenge, c'était de faire comme à Paris, copier-coller. Ok. Donc c'était un sacré boulot et ça s'est très très bien passé. Mais en fait, Las Vegas pour moi c'était une grande claque professionnelle car moi j'avais peu voyagé avant d'aller arriver à Las Vegas. Et en fait, à chaque fois qu'on allait dîner dans un hôtel, dans un restaurant, etc. Déjà, c'était bon de partout. Mais c'était bon évidemment dans les restaurants gastronomiques, mais dans les bistrots, dans les bars, enfin dans les restaurants, bars qui avaient des concepts, etc. Et en fait, c'est la première fois où j'ai rencontré plein de professionnels, plein de confrères qui sortaient pas du sérail français, c'est-à-dire ils n'avaient pas fait l'école hôtelière, le CAP, et ils n'avaient pas monté les échelons comme on le fait traditionnellement dans notre métier en France. C'est des gens, par exemple, je me souviens très bien d'un type, c'était au Bellagio, le restaurant s'appelait le Sensi, je sais pas s'il existe encore, et en fait le type
type, il correspondait à rien de mes, on va dire, de mes parcours types. C'est-à-dire le mec, Sur il le était, papier, il était né en Nouvelle-Zélande, il avait appris un peu la cuisine en Autriche, et puis après il était allé à Singapour. Enfin bref, il avait jamais mis un pied en France. Ouais. Et c'était le restaurant le plus en vue du moment à Las Vegas. Tout le monde se prosternait devant lui. Ducasse y allait, Robuchon y allait, Guy Savoie adorait. Et c'est vrai que c'était un restaurant fusion world food. Et c'était dingue. Vraiment, c'était dingue. Et en fait, je me dis, waouh, Hugues, j'étais franco-parisien. J'avais peu voyagé. Et c'est vrai qu'à cette époque, il y avait vraiment la gastronomie mondiale commençait vraiment à sortir. Notamment avec El Bulli. C'était vraiment l'âge d'or de El Bulli en Espagne. Et en fait, en revenant, j'avais entre guillemets que 5 ans d'expérience chez Guy Savoie. Je voulais m'installer. Déjà, c'était déjà très présent dans mon esprit d'ouvrir mon entreprise. Et en fait, aussi loin que je me souvienne, vraiment pour moi, quand j'ai commencé le métier, je savais un jour j'allais ouvrir mon entreprise. Je savais pas où, je savais pas quand, je savais pas comment, mais je savais qu'un jour j'allais ouvrir mon entreprise. C'est intéressant d'en venir là, ouais. Et juste pour revenir sur ce que tu as découvert à Las Vegas, c'est bien en fait de sortir de cette dynamique où tout le monde fait un peu la même chose et de voir une autre manière de pratiquer et aussi de se nourrir d'autres cultures. Et je pense qu'on va bientôt faire un épisode sur aussi ces pâtissiers qui choisissent l'expatriation ou qui choisissent une carrière à l'international qui n'est pas en fait moins valorisée ou moins honorable qu'une carrière en France, voire même parisienne, mais qui est juste différente. En fait, pour moi, c'était... en fait, il y a eu un double effet. C'est-à-dire que, je découvre Las Vegas et puis plein de chefs différents qui viennent du monde entier. Et puis à Las Vegas, il y avait vraiment... C'était une époque à Las Vegas particulière parce que chaque nouvel hôtel qui ouvrait voulait la meilleure carte des vins, le meilleur restaurant. Ducasse arrivait, c'était le Mandala Bay, Robuchon au MGM. Il y avait Daniel Boulud au Wynn Hotel et tout. Et c'était, je pense, l'âge d'or de Las Vegas. Ouais, il y avait une vraie concentration. Oui, mais c'était fabuleux, quoi. Enfin, il y avait tout le monde. Il y avait Daniel de New York, Jean-Georges de New York. Il y avait les Espagnols. Il y avait vraiment une concentration il y avait les meilleurs cuisiniers de la planète qui étaient sur le strip à Las Vegas. Et j'imagine qu'on ne lésinait pas sur les moyens. Ah non, c'était vraiment la course à qui avait le plus beau restaurant, qui avait la plus belle carte des vins. Je me souviens, il y avait le restaurant, je ne sais pas si vous connaissez le Cirque à New York, donc c'est le célèbre restaurant italien. Il y avait le Cirque donc à Las Vegas qui était au Bellagio. C'était merveilleux. Même si c'était une brasserie italienne, vous étiez scotché quoi. C'était bon, beau, intelligent, même les desserts. Pourtant, vous me direz, le dessert italien, restaurant italien. En fait, je me souviens, il y avait des petits beignets servis dans des plats. Vraiment, c'était top. Et du coup, quand je suis revenu et comme je dis, il y a eu un double effet. Il y avait ça et en même temps, je me suis marié avec mon épouse qui est brésilienne et qui était à l'époque sous-chef de Jean-Georges à New York. Et en fait, donc, du coup, je me trouve à voyager, être multiculturel. Et en fait, Carolina me dit, tu sais, il n'y a pas qu'à Paris, intramuros, qui se passe des trucs. Tout à fait. Et Carolina revenait d'Asie et c'est vrai que je suis curieux, etc. Et en fait, je voulais m'installer. Et en fait, c'est là où j'ai pris conscience. Je me suis dit... avant de m'installer, il faut que je voyage. Alors que j'étais vraiment enfermé dans des certitudes en me disant je reste chez Guy Savoie quand même un certain nombre d'années et après je m'installe. Et en fait je me dis non, avant de m'installer il faut que je voyage. Ah super, bah ça on y reviendra. Voilà, et donc pendant 2 ans, donc j'ai quitté Guy Savoie en 2007 et pendant 2 ans j'ai voyagé, j'étais consultant pour Barry Callebaut, donc le fournisseur de chocolat et j'ai sillonné l'Asie pendant 2 ans et en fait j'avais un job multitâche, c'est-à-dire je donnais à la fois des cours de pâtisserie, à la fois je faisais des cours de pâtisserie à des professionnels au Japon, j'animais des salons, que ce soit en Inde, à Hong Kong, en Chine, à Denpasar, etc. Je faisais des masterclass pour des distributeurs. Je participais à des festivals gastronomiques à Singapour. Et en fait, je faisais du consulting pour des semi-industriels en Corée pour Paris Baguette. Enfin, j'ai sillonné l'Asie. Vous faites un triangle entre New Delhi, Séoul et Denpasar. Et je suis allé de partout plusieurs fois. Voilà, Taipei, Macao, Hong Kong, plusieurs villes en Chine, etc. Et ça, c'était génial parce que j'ai parfait mon anglais. Et là, évidemment, j'ai rencontré du monde. Évidemment, j'ai découvert plein de cultures différentes parce que l'Asie, c'est que vous allez au Vietnam, au Cambodge, en Chine, en Thaïlande, c'est des cultures différentes, c'est des gastronomies différentes. Et c'était passionnant. Et on voit que ça vous a marqué parce que, du coup, pour en arriver un peu à la création d'Hugo et Victor, on va y revenir, mais vous avez plus de boutiques aujourd'hui en Asie que même en France. Oui. En fait, donc j'ouvre Hugo et Victor en 2010. Ouais.
Donc je finis mon périple de 2 ans. J'avais un contrat de 2 ans, ça tombe bien. Je rentre en France je rentre en France 2009. Alors c'est une période particulière, il y avait une crise économique, les subprimes, etc., etc. Et je décide de m'installer. Donc j'ouvre Hugo et Victor le 25 février 2010. Pour la petite anecdote, le premier client qui a poussé la porte à 15h15, c'était Pierre Hermé. Donc on s'en souvient. En fait, très délicatement, il m'avait appelé la veille. Il savait que j'ouvrais. Ouais. Il m'avait appelé la veille pour savoir s'il pouvait passer. Et évidemment, vous dites pas non. Non. Et en fait, évidemment, on était à la bourre le jour de l'ouverture. Donc on n'a pas ouvert le matin, on a ouvert la mi-journée. Mais à un moment, il faut bien ouvrir. Ouais. Et on a ouvert, oui, il devait être 15h, 15h15. Et la première personne qui a foulé la porte de la pâtisserie, c'était Pierre Hermé. Et c'était pour moi un joli C'est beau. symbole. Bah ouais, et clairement. Surtout que. C'était cool, ça. Voilà. C'était après. Voilà, ça flatte son ego. Voilà. Oui, c'est sûr. Surtout que Mais c'est Pierre Hermé qui t'a sacré champion de France du dessert. Oui, Ouais. en 2003. Donc ouais, il y a quand même des choses qui se recroisent. Absolument. Et alors juste une petite parenthèse avant de reprendre sur l'histoire de vos boutiques en Asie, pour évoquer un peu les créations, vu que là on est en pleine période, fin d'année, mais surtout les créations de début d'année, je pense que c'est important, car bon, les bûches sont un peu passées, mais les galettes on va y arriver, et il y a notamment une création hyper originale, avec une galette plutôt salée. Comment est-ce que vous réfléchissez, comment est-ce que vous pensez aux créations que vous faites, parce que même pour les bûches, il y avait une bûche où je crois que vous l'avez réfléchi pour qu'elle accompagne au mieux un champagne. Oui. Du coup, est-ce qu'on peut avoir un peu ce processus créatif qui fait que... Comment vous imaginez ces petites créations? Moi, j'imagine. En fait, c'est une multitude de choses. C'est assez rationnel aussi. Par exemple, sur la bûche champagne rosé Rothschild, c'est vrai que quand vous goûtez le champagne, il y a un peu des notes d'agrumes, il y a un peu des notes un petit peu sucrées comme du litchi, etc. Et en fait, voilà, quand vous l'avez en bouche, vous imaginez, puis vous ressentez avec quoi ça peut bien aller. Après, c'est vrai qu'avec plus le temps passe, l'expérience se faisant, tout ce que j'ai déjà fait, je me sers pas mal aussi du passé. Donc, c'est vrai que le pamplemousse litchi, c'est venu un peu comme une évidence quand j'ai fait cet accord avec la bûche de champagne rosé de la maison Rothschild. Mhm. Après, vous parliez de la galette salée, Ouais. le processus. En fait, je sais pas. C'est vrai qu'on fait des bûches sucrées tous les ans. Donc on fait des galettes sucrées tous les ans. On fait la galette traditionnelle, la frangipane. Depuis 2 ans, on fait une brioche un petit peu une tropézienne revisitée. Ouais, Et puis tous les ans, on fait une galette signature. ouais. Donc ou aux aides de clémentine, ou au kumbawa, ou au praliné. Et en fait, cette année, on a fait une galette signature 2021, poire, tonka et marron. Ok. C'est pas mal, mais j'avais envie de faire autre chose. Et puis, en fait, tous les ans, régulièrement, je fais des tartes salées. Ouais. Et puis, on s'est dit, tiens, je me suis dit, pourquoi pas faire une galette salée. Mais je l'ai travaillé avec une duxelle de champignons. Ok. Et donc, des champignons de Paris hachés. Juste sel poivre, revenu comme ça, basta. Mhm. Et au dernier moment, on va mettre, avant de refermer le feuilletage, on va mettre des lamelles de truffe noire. Mais il n'y a pas de crème de truffe, il n'y a pas Ok. d'huile de truffe, c'est vraiment que de la truffe. Ok. Et puis voilà, et on referme le feuilletage. Et puis, en fait, pourquoi j'ai eu l'idée aussi, c'est que le feuilletage, c'est une pâte qui est neutre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sucrée. Oui, c'est vrai. Donc du coup, quand on fait des feuilletés au fromage, on prend du feuilletage. Quand on fait une tourte en cuisine, on prend du feuilletage. Et là, je me suis dit, tiens, on va pas s'amuser un peu sur ce terrain-là. Et en fait, on a détaillé la galette en forme de champignon de Paris. Oui, c'est vrai. Donc en forme de champignon. Et puis voilà, et puis moi ça m'amuse, et puis ça me plaît. Et voilà. tout Et simplement. alors, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une fève quand même dans cette galette? Oui, évidemment, on va Ah. faire une fève. Sinon, Donc pas c'est rigolé. une vraie galette en fait. Ouais. C'est ça le but, c'est que ça soit rigolo. Est-ce que c'est parce que faire du salé, c'est aussi quelque chose qui vous stimule? Ou alors c'était juste pour un peu pour sortir quelque chose qui sort de l'ordinaire? Non, mais vous savez, souvent un pâtissier dans une pâtisserie ou chez un traiteur, c'est lui qui fait les quiches. C'est quand j'étais chez La Durée tout jeune, j'étais au poste du Tour et c'est nous qui faisions les quiches. Enfin, Mhm. les cuisiniers nous amenaient les appareils, mais c'est quand même nous qui faisions la pâte, qui dressions, qui cuisions. Bon, là, chez Guy Savoie, il y a la soupe d'artichaut aux truffes, Ouais. avec la brioche aux champignons et aux truffes. Et c'était moi en pâtisserie qui les faisais, donc peut-être que l'inspiration elle vient aussi du passé. Ouais. Donc il y a plein de choses, c'est multi-inspirationnel. Il n'y a pas juste une cause de l'inspiration. Je pense que c'est plein de petites pierres qui font envie de monter un mur, quoi. Mhm. Voilà. Et en fait, en voyant un peu la gamme, pour rester du coup sur les galettes,
parce que du coup il y a une galette plus traditionnelle, une galette un peu signature, donc là c'est des galettes comme ce dont on a l'habitude avec feuilletage. Ensuite il y en a une avec une brioche feuilletée, un peu façon tropézienne, donc là cette année c'est au kumbhava. Et en plus une galette salée. En fait on a l'impression que quand tu imagines les créations pour les petites périodes de fête, que ce soit pour les bûches ou les galettes, tu réfléchis à ce qu'il y en ait pour tous les goûts en fait finalement. Bah c'est ça, parce que quand on arrive les périodes de fête, Noël, la galette, Pâques, c'est comme des fêtes de famille. Et c'est vrai que autour de la table, il y a souvent la grand-mère, l'oncle, le petit-fils, etc. Et souvent, il y a des gens qui veulent des choses très originales, il y a des choses qui veulent très traditionnelles. Donc on essaye de s'amuser en faisant du très original, du très contemporain. Mais on a une bûche au chocolat et on fait des éclairs au chocolat et des millefeuilles à la vanille, vous voyez ce que je veux dire? Et on est avant tout pâtissier, on fait du flan, on fait des croissants. Et je pense que c'est ça aussi, être un pâtissier moderne, c'est allier à la fois une certaine originalité, mais aussi faire une part de flan, parce que ça fait part... le flan ça marche très bien, hein. Voilà. C'est hyper efficace, c'est sûr. Ok, donc en fait rester sur des choses qui plaisent, mais sans aller trop dans quelque chose de trop excentrique finalement. On en fait des choses excentriques mais on propose aussi des choses traditionnelles, comme ça vraiment il y en a pour tous les goûts. Totalement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, d'être à la fois consensuel, mais dans le côté consensuel, faire des choses aussi originales. Et c'est comme quand vous allez au restaurant, il y a des cartes et il y a plein de plats et il y a des plats qui vous attirent plus que d'autres. Et puis il y a les humeurs aussi. Il y a des jours où vous serez plus inspiré de manger tel ou tel produit. Et c'est la même chose en pâtisserie, quoi. Ouais, totalement. Je suis assez d'accord là-dessus. Ok, bon ma foi. Et est-ce qu'on peut dire aussi un petit mot sur les bûches? Vous en proposez 4 5 Dont une bûche 4 plus une bûche glacée. 4 dans une bûche glacée, c'est ça. J'étais presque bon sur mes comptes. Et est-ce que là, pareil, on est un peu dans cette idée de satisfaire un peu tout le monde? Oui. Avec une bûche glacée. Une bûche au chocolat. Il y a aussi, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, il y a une bûche signature en forme d'enveloppe au chocolat. Donc là, pour les gens qui aiment un peu plus le truc réconfortant, pareil, c'est cette satisfaction de se dire, de satisfaire un peu tous les palais. Les gens qui aiment plus de... Parce que mine de rien, une bûche rose, litchi, pamplemousse, c'est peut-être quelque chose où les gens un peu moins aventuriers vont aller se diriger, mais en gardant une bûche chocolat, c'est une valeur sûre. Là, si vous regardez la carte cette année, on a la bûche au chocolat. Alors certes, elle est joliment présentée, mais ça reste une bûche au chocolat, tout au chocolat. Là, il n'y a pas d'excentricité. Mousse au chocolat, crème au chocolat, biscuit chocolat, chantilly chocolat. Ouais. Pour les gourmands, on a une bûche au praliné avec des zestes de clémentine pour amener un petit peu de fraîcheur, d'élégance. Après, on a une bûche au kombawa et ananas, donc ça c'est un peu plus original, mais ça reste une bûche aux fruits, rafraîchissante. Après, la bûche signature cette année, c'est la bûche litchi pamplemousse. Et là, c'est des goûts plus atypiques, plus originaux, mais ça reste une bûche aux fruits. Ouais. Et après, on a une bûche glacée qui est à base de sorbet, avec un sorbet citron jaune et un sorbet verveine. Et là, on est dans la fraîcheur, etc. Et c'est vrai que si vous balayez nos 5 bûches, il y en a pour tous les goûts. Alors certes, on n'a pas de bûche au marron, mais on a des gâteaux au marron. Et c'est vrai que on peut pas faire 10-15 bûches parce qu'en production, ce serait un travail de titan. Déjà que là, c'est compliqué. Mais déjà d'avoir 5 parfums différents, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Et d'ailleurs, on parlait de gâteau au marron, en effet. Vous faites un excellent Mont Blanc, dont on a parlé dans notre dernier mini EDD que vous pouvez aller goûter. Ok, bon super, on va pouvoir repartir sur un peu vos boutiques que vous avez en Asie où on s'était arrêté. Oui. Et voilà, on espère que cet épisode vous aura plu et surtout que c'est une belle mise en bouche pour l'épisode 2 qui arrivera d'ici 2-3 semaines. Et dans le prochain épisode, on parlera de la vision de Hugues d'une pâtisserie de marché, également de l'export à l'international puisqu'il a en fait plus de points de vente à Tokyo et à Séoul qu'à Paris, et également de sa vision d'une pâtisserie finalement sans colorant, nature, tout ça. Mais on vous garde la surprise. Voilà, ça arrivera l'année prochaine. Oh. D'ailleurs, à propos de l'année prochaine, et vraiment, on voulait vous souhaiter une bonne fin d'année et le début d'une nouvelle année qu'on espérera beaucoup plus belle. Mais surtout, on voulait vous remercier chaudement. On a lancé ça cette année, vous avez été au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Vos retours nous font toujours hyper plaisir, donc n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous en pensez, nous faire vos retours, ou sur Instagram, ou sur Apple Podcast, etc. Vous connaissez la musique. Si vous voulez nous faire un petit cadeau de fin d'année, évidemment, les 5 petites étoiles sur Apple Podcast, le petit commentaire. Envoyez-nous vos messages sur Instagram, l'envers-du-bas
_, dessert. Et voilà, et vous vous abonnez sur votre plateforme d'écoute préférée. Et Ouais. on remercie toujours 12 qui nous fait le mixage et les musiques. Merci Allez. 12, t'es le meilleur. Ouais, carrément. À l'année prochaine.